À l'heure où je vous parle, on fait pousser des cerveaux humains en laboratoire et on en fait des petits ordinateurs. Aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo, les amis. Je suis tombé sur des trucs qui s'appellent des organoïdes. On fait vraiment pousser des petits cerveaux humains grands comme ça pour en faire des petits PC. Alors, on va pas jouer sur Fortnite avec ces genres de trucs, mais il y a tout un pan comme ça de la recherche que vous connaissez peut-être pas, mais qui est infâme. Il y a même un nouveau traitement pour la maladie d'Alzheimer qui pourrait bientôt être disponible grâce à ces mini-cerveaux qu'on fait pousser en laboratoire. Comme vous le savez, cette maladie, elle va affecter principalement la mémoire et la pensée. Et aujourd'hui, elle est incurable, on arrive un petit peu à la ralentir, mais c'est pas fou. Donc là, avec ces organoïdes, ces petits cerveaux qu'on fait pousser, eh bien, il y a des idées, en fait, de soins. Et donc, il y a des chercheurs d'une université dont le nom est imprononçable, Saskatchewan, eh bien, ils ont réussi à développer une méthode pour cultiver et étudier des tout petits modèles de cerveau humain, exemple de cellules animales, donc vraiment avec des cellules humaines, des neurones humains. Donc, ces organoïdes, ils sont fabriqués, évidemment, à partir des fameuses cellules souches humaines qu'on récupère souvent sur des embryons. C'est des cellules qu'on prend sur les fœtus, il paraît qu'avec on pourrait soigner des maladies graves. Ça a été prouvé. Dans les cordons ombilicaux, voilà, à la naissance, il y a des cellules souches et souvent on vient ponctionner avec une seringue pour s'en servir pour la science. C'est pour ça que c'est bien aussi de faire le don d'organes ombilicaux parce que ça permet de faire avancer la science. Et donc on arrive à recombiner comme ça ces cellules qui vont imiter un petit cerveau humain en développement. À noter que ces petits cerveaux fabriqués en laboratoire, ça fait une quinzaine d'années qu'on les fait. On n'était pas sûr à quel point ça pouvait représenter un véritable cerveau, ces tout petits trucs-là. Est-ce que c'était vraiment représentatif? Est-ce que ça mimait réellement un cerveau humain à une petite échelle, notamment à l'échelle moléculaire? Il s'avère que oui, dans une moindre mesure, mais un petit peu. Eh bien, les chercheurs ont découvert que les 24 premières heures de croissance de ces organoïdes, de ces petits cerveaux, sont totalement cruciales pour déterminer leur composition. En ajustant les nutriments pendant cette période, ils ont pu produire des organoïdes contenant tous les principaux types de cellules du cerveau humain. Évidemment, des neurones avec d'autres choses, des types de neurones, voilà, c'est très variable. Il faut imaginer que vraiment les mecs donnent à manger à des petites cellules pluripotentes souches, ils donnent des nutriments comme ça, et le machin grossit pour devenir un petit cerveau. Et parfois, il y a des petits yeux qui viennent d'apparaître. C'est horrible. Ils ont réussi à constater que l'utilisation de cellules souches provenant de frères et sœurs donnait des organoïdes très similaires en termes de croissance, mais aussi de taille et de contenu en protéines. Avec cette expérience, on a pu constater qu'il était peut-être préférable de donner des cellules souches d'un frère ou d'une sœur à quelqu'un plutôt que de quelqu'un de lambda, parce que apparemment, ça fonctionne mieux. Du moins, elles s'adaptent mieux vu que c'est un contexte génétique un peu similaire. Les chercheurs ont comparé les modèles d'expression des protéines entre les organoïdes, les échantillons de cerveau humain et ceux de souris. Ils ont trouvé que les organoïdes étaient beaucoup plus similaires aux échantillons de cerveau humain, ce qui en fait un modèle plus précis pour étudier les fonctions et les maladies du cerveau humain. L'étude, elle a aussi montré que ces fameux organoïdes, ils développaient une activité neuronale dès 3 mois, plus rapidement que d'autres protocoles nécessitant jusqu'à 6 mois. La présence de cellules immunitaires du cerveau appelées microglies ou microglies, eh bien, elle pourrait expliquer ce développement plutôt rapide. En 2021, il y a des scientifiques qui ont fait une découverte encore plus folle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des petits cerveaux qui ont développé des globes oculaires. C'est infâme, mais c'est vrai. Ces petites structures primordiales oculaires pas très terminées, on appelle ça des coupes optiques. Ces coupes optiques qui se forment symétriquement ressemblent au développement des yeux chez les embryons humains. Ça a permis d'aider les chercheurs à mieux comprendre l'interaction entre le cerveau et les yeux. Sur 314 organoïdes issus de cellules humaines qui étaient cultivés dans l'étude, vous en avez à peu près 73% qui ont développé des espèces de dieux. Ça doit être fou de bosser sur un truc comme ça, parce qu'un matin, on va dire, t'arrives pour faire très grossièrement, tu regardes dans tes éprouvettes, tu vois que ton cerveau, il a des yeux qui poussent. Tu te dis, ça va s'arrêter jusqu'à où? Moi, je veux pas d'enfant ici. Le lendemain, t'as des trucs grands comme ça qui courent partout, enfin, tu vois le truc. Ça ne s'est pas arrêté là, on s'est pas arrêté à cultiver tout simplement des cerveaux, voilà, pour avoir des petits machins avec des yeux qui puent. On a voulu s'en servir pour essayer des choses. Évidemment, sinon ça sert à quoi de les avoir comme ça, dans des éprouvettes? Les chercheurs de l'université de Tianjin en Chine ont créé un robot qui est contrôlé par des cellules cérébrales humaines, issues justement de ces petits organoïdes. Et certains ont commencé à s'inquiéter, pointant du doigt que cette découverte, eh bien, elle pourrait conduire au développement de l'intelligence hybride homme-robot. On y est, les gars, on y est. Bientôt, on va faire pousser des robots, je vous le dis. Cette interface développée par des chercheurs chinois est composée de 2 parties. Vous avez d'un côté une puce en silicium avec des électrodes et un organoïde cérébral cultivé in vitro. On est vraiment sur l'interface homme-machine, enfin organoïde machine. Ce dernier a été développé à partir de cellules souches pluripotentes, comme on a vu avant, humaines. Tout ça pour former des amas tridimensionnels. Et contrairement aux cultures cellulaires bidimensionnelles, ces amas ils peuvent former des connexions neuronales très complexes, comparables au cerveau humain. Ça fait très peur. On fait pousser des gens. C'est pire que Matrix, hein. Elle nous cultive.
lorsque ce petit cerveau dégueulasse est connecté à une puce d'ordinateur, ce dispositif peut coder et décoder des informations pour guider un robot dans diverses tâches. Les chercheurs le décrivent comme le tout premier système intelligent au monde, ouvert à tous, permettant à un cerveau artificiel de communiquer avec une puce. La grande question là qu'on peut se poser, c'est: est-ce que les mecs ont tout simplement créé un être vivant? Ils sont partis quand même d'une cellule souche pluripotente, donc il y avait de la vie au départ, hein, voilà. Ils sont pas partis de 0-0, mais ils ont créé une sorte de truc qui a peut-être une toute petite conscience, mais ridicule. Là, je suis vraiment pas sûr, parce que je pense qu'il n'y a pas le cortex qui est dédié à la conscience dans ce genre d'organoïdes. Pour améliorer leur capacité à détecter et à répondre aux signaux électriques, ces tout petits cerveaux ont été cultivés en recevant des stimulations par ultrasons de faible intensité. Ensuite, la puce leur permet de recevoir, d'envoyer des signaux et d'interagir avec les robots auxquels ils sont connectés. Et tout ça pour exécuter des tâches physiques, donc vraiment, on donne des muscles à un cerveau qu'on a créé en labo. En plus de piloter le robot, ces implants cérébraux peuvent l'aider à éviter des obstacles, à suivre des cibles et à contrôler son bras pour saisir des objets. Alors ce robot-là en particulier, notamment l'organoïde qui est dedans, n'a pas d'œil et ne communique que par des signaux électriques et des capteurs. En fait, ils ont créé un mini Daredevil. Là, faut savoir que les chercheurs, ils disent que c'est un bond énorme dans l'avancée homme-robot, dans la fusion de la biologie et de la robotique. À noter que les systèmes d'intelligence artificielle traditionnels, qui sont très avancés, eh bien ils sont toujours à la hauteur de la vitesse d'apprentissage et des capacités intuitives des cellules du cerveau humain. Sauf que le bioordinateur, lui, il peut apprendre rapidement en utilisant une puissance minimale. Ce qui démontre là l'efficacité et l'adaptabilité de la bioinformatique, ou même de la biologie en elle-même, parce que là on parle du cerveau. Globalement, ce que les chercheurs ils veulent dire par là, c'est que un ordinateur biologique est plus efficace d'un point de vue énergétique que un PC, un ordi classique. À énergie égale, les calculs sont meilleurs en biologie. Ce qui prouve que la nature est quand même très efficace, il y a des millions d'années d'évolution, les neurones font bien le taf. Ce projet fascinant, il fait suite à DigBrain, où un réseau de neurones intégrés à une puce informatique a laissé le monde sans voix en 2021, en apprenant à jouer au célèbre jeu vidéo Pong en seulement 5 minutes. Je crois que c'est dans Futurama, il y a des cerveaux comme ça qui se déplacent, je vais essayer de vous retrouver des images. La cervelle géante a encore gagné. On se dirige vers ça, tout simplement. Alors DigBrain, il combine environ 800 000 neurones cultivés dans une boîte de pétri avec une puce électronique en silicium. Il a montré des capacités impressionnantes qui surpassent celles des réseaux électroniques seuls, donc les ordinateurs physiques qu'on connaît aujourd'hui, les meilleurs, et même ceux des meilleurs dispositifs actuels, hein. C'est-à-dire que vraiment il surpassait tout le monde. Cette puce, elle fusionne l'intelligence artificielle avec la biologie synthétique pour créer des plateformes informatiques biologiques programmables. C'est de la folie totale. La puce, elle exploite la capacité de calcul des cellules biologiques et ouvre de vastes perspectives d'applications comme la robotique, l'automatisation avancée, les interfaces cerveau-machine et la découverte de nouveaux médicaments, évidemment. Comme je vous le disais, il y a eu plein d'applications qui ont été imaginées avec ces petits cerveaux qu'on a fait pousser en laboratoire, notamment fabriquer un ordinateur avec plusieurs de ces cerveaux, 16 cerveaux connectés entre eux. C'est l'espèce de human centipede du mini-cerveau en labo. La société suisse Final Spark a lancé NeuroPlatform. C'est la première plateforme où des mini-cerveaux humains effectuent des calculs à la place de puces en silicium. Cette première installation utilise 16 mini-cerveaux. Bientôt les mecs, quand vous allez acheter une carte graphique, ce sera plus une carte graphique en silicium, en dur, avec du plastique, du métal. Ce sera un truc tout flasque, un petit cerveau que vous viendrez mettre comme ça dans un bocal, et vous pourrez jouer comme ça en 200 FPS. Les puces en silicium, bien qu'ayant révolutionné l'informatique comme vous le savez, sont très énergivores et plutôt inefficaces, et surtout pour des applications comme l'intelligence artificielle. C'est vraiment pas un truc fou en termes d'énergie. On peut imaginer un avenir où vraiment les ordinateurs seront en matière biologique. C'est dégueu, mais c'est possible. Final Spark, donc cette entreprise suisse, elle estime que former le modèle de langage GPT-3 qui alimentait ChatGPT a consommé 10 gigawatts d'énergie, soit 6000 fois la consommation annuelle d'une ville européenne moyenne. Donc utiliser des mini-cerveaux au lieu de puces pourrait réduire drastiquement la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, on sait évidemment que l'énergie, c'est le nerf de la guerre pour l'humanité. C'est ce qui va un peu définir si on va disparaître ou pas. Surtout vu notre dépendance qu'on a maintenant. Final Spark, elle permet maintenant au laboratoire de tester la puissance de ces processeurs biologiques via NeuroPlatform. Mais alors comment fonctionne NeuroPlatform? Ce truc est complètement incroyable. Alors NeuroPlatform, c'est un site internet que Final Spark a mis en place où moyennant une somme, vous allez pouvoir vous connecter et justement pouvoir utiliser les petits cerveaux qui sont cultivés par Final Spark et tester vos calculs sur ces petits cerveaux qui sont reliés à des ordinateurs. Donc vous et moi, on peut payer cette somme, voilà, qui est proposée par Final Spark. Et comme ça, on peut faire des tests
sur ces cerveaux qui sont dans leurs locaux. Neuroplatform utilise des tissus cérébraux humains pour traiter des données. C'est une combinaison de matériel, de logiciel et de biologie qui est appelée wetware. Final Spark a créé une configuration innovante où des masses de tissu cérébral sont mélangées à de la haute technologie. Chaque multi-electrode array, MEA comme on les appelle, a 4 mini-cerveaux qui interagissent avec 8 électrodes, stimulant les organoïdes et enregistrant les données. Les données sont ensuite transférées par des convertisseurs analogiques numériques et un système microfluidique, comme on l'appelle, qui est une technologie qui manipule et contrôle de très petites quantités de liquide, eh bien maintient les MEA en vie, avec des caméras évidemment pour les surveiller, parce que vous imaginez que c'est extrêmement fragile. On crée des esclaves, voilà, tout simplement. Alors côté logiciel, Neuroplatform facilite l'entrée de variables pour les calculs et l'interprétation des données. Final Spark affirme que son processeur biologique consomme 1 million de fois moins d'énergie qu'une puce de silicium pour le même travail fourni. Vous imaginez la différence. Évidemment, il faut nuancer tout ça, parce que les composants biologiques, eux, ils finissent par mourir. Ils ont une durée de vie. Contrairement aux puces de silicium qui peuvent durer quasiment éternellement si on fait gaffe. Bon, ça finit par casser, mais ça va durer extrêmement longtemps. Final Spark a surmonté de nombreux défis, comme la courte durée de vie des organoïdes qui atteint désormais les 100 jours. Cette société, elle s'est associée à 9 instituts et espère bientôt créer le premier processeur vivant au monde. On se dirige vers ça. Les processeurs, bientôt, ce sera des mini-cerveaux avec un peu de silicium dedans. Vous avez vu l'efficacité, ça chauffe pas, ça consomme moins. Bien évidemment, on ne s'est pas arrêté là à faire pousser des cerveaux en laboratoire. Non, non, non. Vous croyez qu'on a fait pousser que des cerveaux? Vous imaginez pas ce qu'on a fait pousser dans les labos, les gars. Je suis tombé sur des trucs. Vous n'êtes pas prêts. On peut tout faire pousser. Nous sommes des salamandres, les gars. Je vous vois venir, ceux qui ont des petits zizi. Et oui, non, je rigole, bon. Et donc, comme je vous l'ai dit, la réalité, elle dépasse totalement la fiction. Il y a des scientifiques, encore une fois, qui parviennent maintenant à créer en laboratoire des organes humains pour les greffer. Évidemment, cette technologie est encore à ses débuts et il y a des essais qui ont été largement réussis. Vous avez des chercheurs américains qui ont fait pousser en laboratoire, accrochez-vous bien, des vagins. Comment tu fais ça? Il faut m'expliquer. Donc ils ont fabriqué des vagins en laboratoire à partir de cellules souches chez 4 adolescentes atteintes d'une malformation. Alors par contre, c'est incroyable, vous pouvez sauver des gens, ou du moins réparer des gens qui ont eu des problèmes absolument horribles. Et ça, mais vous imaginez pas comment c'est génial. Et donc pour y parvenir, les chercheurs ont utilisé des cellules de la vulve des patients. Ils les ont cultivées et ont fabriqué une matrice en collagène sur laquelle ils ont conçu le tissu. Et en quelques semaines, ces organes étaient prêts pour l'implantation. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que c'est, pour moi, c'est surréaliste. Et pourtant, tout ceci est vrai. Et c'est absolument génial pour elles et pour les gens que ça va aider. Je sais pas exactement quel problème elles avaient, mais ça devait être vraiment horrible pour devoir avoir besoin d'une greffe. Vous avez la méthode conventionnelle qui, avant, utilisait un morceau de côlon qu'on reconstituait pour faire tout ça. Bon, je sais, c'est pas très beau, à expliquer, mais c'est comme ça. Sauf qu'en fait, ça marchait moyennement et voilà, c'était pas tout à fait la même chose. Là, vraiment, on a des résultats qui sont spectaculaires puisqu'on a tout simplement fait pousser une schneck en labo, quoi. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vrai. Créer des organes en laboratoire est une avancée absolument énorme pour la médecine régénératrice. Cette technologie, elle pourrait permettre de créer des pièces de rechange pour des organes déficients ou malades, ainsi que pour des victimes d'accidents. Dans le laboratoire LOEX, laboratoire d'organogénèse expérimentale, eh bien on travaille sur la reproduction de cornées, de vaisseaux sanguins, de ligaments, de valves cardiaques, mais même de vessies, mais également d'urètre ou de bronches. Bientôt, vos poumons vont pousser dans des cloches et on va vous les remettre dans le corps. Enfin, bientôt, j'en sais rien, mais on n'est pas loin, quoi. Cette avancée, elle permet de greffer des patients avant que leur état ne se détériore, évitant ainsi des hospitalisations longues et coûteuses. Ça permet, quand on y pense aussi, de pallier au manque de dons d'organes, parce que les gens ne donnent pas assez. Moi, si j'y passe, les gars, servez-vous. C'est buffet à volonté chinois, allez-y, Juste refermer correctement, faites un truc propre. Je sais pas si c'est un cadeau, mais voilà, je donne. Comment on fait pousser concrètement un organe en laboratoire? Que ce soit une fesse ou un poumon. Bon, déjà, dans un premier temps, on va scanner l'organe du patient. Parfois, les chercheurs, ils commencent par scanner le corps du patient pour obtenir la taille et la forme exacte de leur organe existant. Ça va permettre de fabriquer un remplacement qui s'adapte parfaitement. Évidemment, la taille de l'organe est importante pour le receveur. Si on vous met un foie comme ça alors que vous faites 1m20, ça va déborder. C'est pas bon. En seconde partie, on va créer ce qu'on appelle l'échafaudage. L'échafaudage, il prend la forme de l'organe et offre aux cellules une surface sur laquelle se développer. Parfois, les chercheurs, ils vont réutiliser l'échafaudage naturel d'un organe donneur en éliminant toutes les cellules jusqu'à ce qu'il ne reste que le matériau structurel. Donc, je sais pas si vous comprenez un petit peu le truc, c'est-à-dire qu'ils vont vider un
un organe qu'ils ont récupéré chez un donneur pour après remettre des cellules souches de celui qui va recevoir pour que ce soit beaucoup plus compatible. Alors d'autres fois, ils vont fabriquer l'échafaudage à partir de zéro, utilisant des méthodes comme l'impression 3D pour créer sa forme complexe. Étape numéro 3, à partir de ce moment-là, on va ajouter les cellules. Parfois, les chercheurs, ils peuvent obtenir le type de cellules nécessaires directement du patient. Et dans d'autres cas, ils vont utiliser des cellules précurseurs comme les cellules souches, qu'ils vont ensuite manipuler pour qu'elles deviennent le type de cellules requis, ce qui va finir par créer l'organe voulu. Et donc là, on arrive à l'étape numéro 4 où il va falloir cultiver tout ça. Et on va cultiver cet organe naissant dans un bioréacteur. C'est essentiellement un environnement contrôlé à température corporelle avec beaucoup d'oxygène et de nutriments, fournissant tout ce dont les cellules ont besoin pour croître et se multiplier. Les cellules peuvent ainsi développer un organe assez rapidement. Par exemple, vous avez la croissance d'une vessie humaine qui prend quelques semaines. Ça doit être rigolo de faire pousser des vessies quand même. C'est quoi ce taf? Je suis chez Ginette, elle a une grosse chinette qui a fini de pousser. Bref, métier incroyable. Vous avez des milliers de scientifiques à travers le monde qui travaillent sur ce genre de projet, avec évidemment des investissements massifs, notamment en Chine, au Japon et aux États-Unis. En Europe, c'est un petit peu moins développé que dans d'autres pays. Parce qu'évidemment, il y a un côté éthique derrière tout ça. Voilà, c'est un peu bizarre quand même. On sait que la Chine ont un peu moins de problèmes à ce niveau-là. Vous avez par exemple le laboratoire de l'université Laval qui fabrique de la peau pour les grands brûlés depuis 1986. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette peau, elle est extrêmement proche de la peau naturelle. Donc on arrive quasiment à faire pousser de la peau en labo. C'est fou quand même. Bien que la création de peau en laboratoire, elle est plutôt courante, eh bien la plupart des organes sont beaucoup plus complexes et difficiles à reproduire évidemment. Par exemple, un foie reste encore impossible à recréer pleinement. En revanche, vous avez des laboratoires qui réussissent à cultiver des mini-reins ou encore des poumons, des estomacs, mais aussi des côlons, des testicules, ou même des placentas, peut-être pour faire pousser des bébés dedans après. Évidemment, l'organe le plus compliqué à gérer, c'est le cerveau, vous l'aurez compris. Il y a eu des tests qui ont été faits où on a injecté comme ça des cellules dans des gens qui avaient des maladies neurodégénératives telles Parkinson. On a eu des résultats mitigés, c'est pas encore très concluant, c'est tellement complexe le cerveau. Les scientifiques biomédicaux, ils vont utiliser des modèles pour tester les nouveaux médicaments. Ces tests commencent avec des cellules en laboratoire, puis sur des animaux comme des souris, et enfin sur des humains lors des essais cliniques. Cependant, ces modèles non humains sont imparfaits. Les cellules en culture ne reproduisent pas bien la complexité ni les connexions des organes réels. Et les modèles animaux, bien qu'utiles, ne représentent pas fidèlement les humains. Bon, ça c'est quelque chose, je pense, que vous savez tous. Et c'est à ce moment précis que vont intervenir les organoïdes, ces petits organes qu'on recrée en laboratoire. Ça va permettre de faire des tests sans buter des pauvres chiens ou des singes en leur foutant du rouge à lèvres sur la tronche ou en leur injectant des machins dans la moelle épinière pour voir ce que ça fait. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour la cause animale aussi. On va pas se mentir, quand je vois des bagels là dans les laboratoires, mais j'ai envie de chialer. Et donc, c'est à ce moment-là qu'interviennent les organoïdes, comme je vous le disais. Ces fameux mini-organes cultivés à partir de cellules souches. Ces cellules, qui peuvent provenir d'embryons ou être reprogrammées à partir de cellules adultes, elles peuvent se développer en 3 dimensions pour imiter la structure et la fonction des organes humains, en utilisant une matrice extracellulaire comme le matrigel, où les scientifiques peuvent guider ces cellules et se transformer en organes spécifiques, en ajoutant des molécules particulières. Voilà, ça se fait pas comme ça non plus, il y a des manipulations hyper techniques et très compliquées qu'on va pas forcément développer ici, mais en gros, ils mettent des sauces magiques un petit peu partout et le machin il pousse. Sauce magique beau gosse. Je suis scientifique, y a pas de problème. Évidemment, les organoïdes, ils offrent de nombreux avantages. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a des patients atteints de fibrose kystique qui reçoivent des traitements personnalisés basés sur la réaction de leur propre organoïde aux différents médicaments. C'est-à-dire qu'on vient tester avant de leur injecter des trucs sur des petits organes d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on fait ça. Cet exemple, il illustre la médecine ultra personnalisée, utile surtout pour les maladies rares où il est difficile de trouver suffisamment de patients pour les essais cliniques. À noter que ça coûte une fortune. Aujourd'hui, ça coûte hyper cher. Donc évidemment, c'est pas démocratisé du tout. Les organoïdes, ils peuvent également aider à découvrir de nouveaux médicaments. En les testant sur ces petits organes, eh bien les chercheurs peuvent mieux évaluer l'efficacité et la sécurité des médicaments avant de passer aux essais sur les humains. C'est tout bénef parce qu'on réduit les coûts, parce que des tests sur les humains, ça coûte une fortune, faut les payer ces gens. On a vu, il y a certains essais qui ont mal fini, il y en a qui ont fini à moitié mort. Petit aparté, à l'époque, il y a très longtemps, je m'étais proposé en tant que cobaye, parce que j'avais besoin de thunes, voilà, j'étais à la dèche, en tant que cobaye pour, je crois que c'était un nouvel antidouleur ou un truc comme ça, voilà. Fallait rester une semaine là-bas, et ils t'injectaient des trucs et voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le jour du rendez-vous, j'y suis allé, donc c'était à Nantes. Le matin, je me pointe comme ça avec ma petite bécane, comme ça, une petite moto, une Aprilia classique 50. Et donc je vois que c'est fermé. Je les appelle. Ouais, je suis devant là pour me faire injecter le truc et pour toucher 1000 balles, s'il vous plaît, bonjour, donnez-moi l'argent, injectez-moi des trucs. Ils me disent, mais vous êtes où? Je dis, bah je suis à Nantes là, devant votre labo. Ils me disent, ah mais non, mais nous, c'est à Rennes l'essai clinique, vous avez mal lu. Voyant que je m'étais planté, je me dis, bon, flemme.
j'abandonne. Que vois-je? Quelques mois plus tard, je vais vous retrouver l'article, les gens qui ont fait partie de cet essai, à qui on a injecté ce produit, là j'ai plus le nom, il y en a qui ont fini, je crois, en mode totalement tétraplégique, enfin des trucs horribles, le cerveau fondu. Ça arrive relativement rarement, mais là apparemment c'était un truc de fou. J'ai évité, par tout simplement une erreur de lecture, de finir mort. J'ai eu une bonne étoile ce jour-là qui m'a sauvé, qui m'a dit non vas-y. La flemme, comme quoi la flemme peut te sauver la vie parfois. Dans le domaine des transplantations, bien que les organoïdes ne puissent pas remplacer des organes entiers, oui parce que c'est pas encore au point, on va pas se mentir, sinon on verra ça partout, eh bien ils pourraient fournir suffisamment de cellules saines pour traiter certaines maladies métaboliques. Par exemple en combinant des organoïdes avec des techniques de manœuvre génétique. Il serait alors possible de corriger des gènes défectueux et de créer des cellules saines pour le patient, réduisant ainsi le besoin de donneurs compatibles et aussi de médicaments immunosuppresseurs, voilà, pour éviter les rejets. C'est bénéfique dans beaucoup de cas. En 2015, il y a des chercheurs qui ont utilisé des cellules souches pour cultiver la couche cellulaire interne des trompes de Fallope humaines dans un environnement de laboratoire, en éprouvette. Ils ont décrit les organoïdes obtenus comme présentant les caractéristiques distinctives des trompes de Fallope, y compris leur forme. C'est-à-dire que vraiment les cellules se sont mises à faire le truc. Encore plus fou, en 2024, il y a des scientifiques qui ont réussi à cultiver des mini-cœurs humains, là encore à partir de cellules souches. Ces tout petits cœurs plus petits qu'un grain de riz possèdent des vaisseaux sanguins et tous les types de cellules présents normalement dans un cœur humain. Ils sont même capables de battre, reproduisant ainsi les fonctions d'un cœur réel. Si on n'arrive pas à le faire plus gros qu'un grain de riz, le cœur, peut-être que si on en met 3000, t'as 3000 cœurs comme ça, on les synchronise, ça te fait un gros cœur. Je sais pas si ça marche, c'est compliqué. Peut-être que finalement j'ai résolu un problème. Plutôt que d'avoir un organe unique qui va être défaillant rapidement, on en met plein de petits, comme ça on peut changer ceux qui sont un peu défaillants au fur et à mesure. On est immortel. Bonjour, c'est 100 €. Les bonnes idées, on va se calmer un peu parce que là, je suis en train de tout donner là. En parallèle, il y a des chercheurs qui développent des dispositifs appelés cœurs sur puce pour étudier les maladies cardiaques ainsi que la manière dont le cœur se rétablit après une blessure et pour évaluer la sécurité de l'efficacité de nouveaux médicaments. Ces modèles sont également envoyés dans l'espace pour comprendre l'impact de la microgravité sur le cœur. Donc dites-vous que là, actuellement, autour de la planète, dans la station spatiale internationale, il y a des tout petits cœurs grands comme ça là qui battent et qui volent. Qui volent pas, qui tombent dans le champ gravitationnel. Mais là, on va passer à un niveau au-dessus puisque il existe un endroit dans le monde où on fait pousser tout simplement des utérus. Un article récent d'un journal chinois qui parle d'une invention qui pourrait révolutionner la natalité chinoise. Alors que le taux de naissance continue de chuter malgré les politiques permettant aux couples d'avoir plus d'un enfant depuis quelques années, le problème du vieillissement de la population s'accentue avec seulement 7,52 naissances pour 1000 personnes enregistrées en 2021. Un chiffre qui est extrêmement bas puisque c'est le plus bas jamais enregistré en Chine. Enfin, quasiment le plus bas. L'invention en question est donc un utérus artificiel qui est souvent appelé appareil de culture d'embryon à long terme, qui est un nom, je vous l'accorde, un peu moins joli. Ce système automatisé est rempli de liquide nutritif où les embryons de souris peuvent se développer. Des modules optiques surveillent le développement des embryons sans intervention directe, ce qui permet d'améliorer le fonctionnement global du système. Donc là, les mecs arrivent vraiment à faire pousser des souris dans des utérus à l'extérieur, sans rien, sans daronne. Pour l'instant, les chercheurs se concentrent sur l'utilisation d'embryons d'animaux, car la recherche sur les embryons humains est limitée à 14 jours de développement selon les lois internationales. On sait tous qu'en Chine, en termes de lois internationales, il peut y avoir des petits oublis, quoi. Bon, des petits labos qui font pousser un petit peu plus longtemps que 14 jours. Secret de Polichinelle, on n'apprend rien. D'autres pays aussi, il n'y a pas que la Chine, évidemment. Très probablement, il y a des laboratoires où ils ont fait pousser des humains un peu plus longtemps. Va savoir s'il n'y en a pas qui sont arrivés à terme, je ne pense pas. Mais 1 mois, 2 mois, c'est possible. Voilà. Malgré ces avancées très prometteuses, l'adoption d'un utérus artificiel pour des bébés humains en Chine est confrontée à des défis évidemment majeurs. La gestation pour autrui est totalement interdite, ce qui signifie que tout hôpital utilisant cette technologie violerait la loi. Il y a aussi des préoccupations éthiques importantes, comme la rupture du lien mère-enfant, les effets potentiels sur les enfants nés de cette manière, et le risque de sélection des embryons basés sur des critères d'eugénisme. L'eugénisme, c'est vraiment la sélection d'êtres parce qu'ils semblent être supérieurs à d'autres. Et donc on les prend, on les fait se reproduire et les autres on les élimine. Il y en a un qui a essayé de faire ça dans l'histoire, on le connaît. Les Spartiates aussi, comme on l'a vu dans une autre vidéo. Eux carrément, ils regardaient à la naissance les bébés s'ils avaient pas un problème. Si le bébé avait un problème, poubelle, au pied de la montagne, ils le laissaient se faire bouffer par des loups. En plus de ça, les scientifiques chinois, ils se sont pas arrêtés là parce qu'ils ont créé tout simplement une nounou robot conçue pour prendre soin des embryons dans un laboratoire. Cette nounou artificielle peut évaluer la santé des embryons, détecter des problèmes et alerter
alerter les techniciens en cas d'urgence. Contrôlé par une intelligence artificielle, il ajuste les niveaux de dioxyde de carbone, les éléments nutritifs et d'autres paramètres pour créer un environnement optimal. Cette nounou, elle veille au grain jusqu'à ce que les embryons deviennent des fœtus, et tout cela évidemment à l'intérieur de ces fameux utérus artificiels. Bien que cette technologie soit encore à ses débuts, la forte pression démographique en Chine pourrait accélérer son développement. Cependant, il existe de sérieuses questions éthiques concernant l'utilisation potentielle de cette technologie. Certains experts craignent que cela ne transforme les hôpitaux en usines à bébés, et donc on réfléchit pas mal avant de se lancer là-dedans. Ça, je voulais vous en parler parce que je l'ai appris, je ne savais pas que c'était possible. Vous avez en octobre 92 un embryon qui a été congelé pour une durée indéterminée. Et 27 ans plus tard, cet embryon a enfin donné naissance à une petite fille qui est en bonne santé, qui s'appelle Molly Gibson. La petite Molly, elle détient désormais le record du plus ancien embryon ayant donné la vie. Cet embryon, il a été conservé pendant près de 3 décennies au National Donation Center, qui est un organisme situé dans le Tennessee. Tout ça en attendant d'être utilisé par des patients cherchant à avoir un enfant par fécondation in vitro. Les parents de Molly, Tina et Ben Gibson, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants de manière traditionnelle, ont choisi d'adopter un embryon, parce que c'est un petit peu ça, un embryon non utilisé, et de se le faire implanter dans l'utérus. Alors la phrase n'avait pas très bien tourné, de se le faire implanter, que voilà, Tina a accepté de recevoir l'embryon dans son utérus. Bien que Tina ait porté cet enfant Molly, elle et Ben ne sont pas du tout les parents biologiques de l'enfant, car les gamètes ne proviennent pas d'eux. Mais Molly n'est pas leur premier enfant issu de cette méthode. Elle a une grande sœur Emma qui est née d'un embryon congelé en 2017. Le truc qui est complètement incroyable, c'est 2 sœurs qui sont issues d'embryons congelés qui ont été donnés. Une, je vous rappelle, au début des années 90, et l'autre en 2017. Eh bien, elles sont sœurs, c'est-à-dire qu'elles proviennent du même donneur. Mais truc encore plus fou, c'est que la petite sœur est plus vieille, en réalité, que la grande sœur, qui est née en 2017. Enfin, qui a été conçue en 2017. En résumé, vous avez Molly Gibson qui est née le 26 avril 2023 réellement. Elle est le fruit de l'implantation d'un embryon qui a été congelé en 92. Et sa grande sœur Emma, elle est le fruit d'un embryon qui a été congelé en 2017. Elle est née en 2021. Vous imaginez le délire, il y a un problème dans la matrice. Tout est inversé, c'est incroyable. Vive la science. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Pensez à vous abonner. Allez voir ce vidéogramme. Encore une fois, je le dis jamais assez. Ça va vous intéresser. C'est l'une des dernières vidéos qui a été faite. Merci à tous d'être arrivés jusque-là. À très vite. Au revoir.